Bonjour et bienvenue dans le cours de l'UE Animation en synthèse d'image. Dans ce cours, on va s'intéresser à un système le plus basique possible en animation basée physique, le système à particules, et ensuite on verra un système tout petit peu plus compliqué, celui des masses ressorts. Le système à particules, c'est donc l'instance la plus simple dans un système physique, où on considère que chaque objet que l'on veut simuler est une particule, c'est-à-dire un point dans l'espace, que ce soit 2D ou 3D, hein, avec une masse. Mais cette particule n'a donc pas de géométrie, n'a pas de volume, c'est juste un point. Pour pouvoir l'animer, on a vu au CM précédent qu'on allait appliquer des forces sur la particule qui va changer son accélération et de fait sa vitesse et sa position. Donc chaque particule a des forces qui vont lui être appliquées, que ce soit des forces constantes comme la gravité qui normalement est appliquée à chaque pas de temps, des forces qui vont éventuellement dépendre de la position de la particule, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des zones dans l'espace dans lesquelles certaines forces sont appliquées, mais dans d'autres zones non. Des forces qui sont dépendantes de la vitesse de la particule, comme par exemple les forces de résistance au mouvement, si la particule doit traverser un fluide, ne serait-ce que de l'air. Des forces qui seraient basées sur des événements qui pourraient arriver ponctuellement, comme des forces de contact entre la particule et autre chose. Et d'autres forces, par exemple des forces restrictives, comme des forces de contrainte qu'on va appliquer sur la particule, par exemple des contraintes articulaires, mais on peut imaginer d'autres types de contraintes. Donc en fait, la force nette, c'est-à-dire la somme de toutes ces forces-là, c'est une fonction de toutes ces variables-là, donc toutes les variables de la particule, donc les positions, la vitesse, l'accélération, sa masse, évidemment le temps, etc., etc. On va utiliser les équations du mouvement pour calculer la position de chaque particule à chaque pas de temps. Donc pour faire ça, le schéma classique, c'est au début de chaque itération de la boucle d'itération de la simulation, on somme toutes les forces qui agissent sur chacune des particules, on calcule du coup l'accélération de chacune de ces particules à partir de sa masse, et on fait l'intégration numérique pour calculer la vitesse et la position de chacune des particules, et puis on recommence ça de manière itérative jusqu'à ce qu'on arrête la simulation. On va faire un petit peu de code, on voit un petit peu comment est-ce qu'on implémente ça. Donc du coup, une particule, on imagine ici en 3D, sera décrite par un certain nombre d'éléments. Sa masse, donc on va l'appeler M, qui est un scalaire, qui est de la masse en kilogrammes. La position, donc si on est dans un environnement 3D, ben, ce sera un vecteur 3D. Si c'est en 2D, ce sera un vecteur 2D. Ici, donc les unités, c'est les mètres. La vitesse, qui sera du coup aussi un vecteur 3D, qui sera en mètres par seconde. Et puis, on va aussi stocker de manière permanente la force nette à chaque instant du temps qui est appliquée sur la particule, donc la somme de toutes les forces individuelles. Donc on va l'appeler petit f, cette force, qui sera du coup aussi un vecteur 3D si on est dans un environnement 3D. Et l'unité, c'est les newtons. Donc petite représentation schématique. Donc ici, il faut pas faire attention au volume. On a l'impression que c'est ou bien un cercle ou bien une sphère, mais c'est bien un point. C'est juste pour pouvoir visuellement le représenter ici. Il y a un volume qui a été écrit. Mais donc c'est un point masse qui a une certaine position, qui va dans une certaine vitesse, enfin une certaine direction, et sur lequel on applique des forces. On aura du coup besoin d'une classe vecteur 3D pour pouvoir stocker toutes ces données 3D là, les positions, les vitesses, etc. Donc très basiquement, on peut imaginer créer une classe en C++, un vecteur 3D, avec trois données membres publics X, Y, Z qu'on peut manipuler directement et qui peuvent être passées en paramètres d'un constructeur. Et toutes les opérations possibles, imaginables sur les vecteurs. Donc je vous renvoie à un slide au début du CM précédent. Donc pouvoir additionner des vecteurs, récupérer la norme, normaliser, faire la mutuation avec un scalaire, etc. etc. Prendre la transposée, le produit en croix, produit vectoriel, tout ça, tout ça. On a du coup ensuite la possibilité de créer notre classe de particules qui va contenir les données qu'on a citées précédemment, donc dire la position, la vitesse et la force qui sont trois vecteurs 3D, et la masse qui serait par exemple un float, donc un réel. Et puis dans notre simulation, on va avoir un certain nombre de particules qui vont être simulées. Donc dans notre classe simulation, on aura des données du type
un ensemble de particules, donc ici stocké dans un vecteur, il s'appelle particule, et les objets sont bien du type particule qui a été décrit au-dessus. On peut imaginer aussi stocker le dt, donc le pas de temps entre chaque itération qui serait stocké ici dans cette donnée. Lorsqu'on va vouloir faire la mise à jour de nos particules, pour pouvoir typiquement les afficher à l'écran, pas forcément excusant, on peut juste avoir envie d'écrire toutes les positions dans un fichier pour pouvoir les traiter ensuite, par exemple. On n'est pas obligé de faire un rendu 2D ou 3D. Donc du coup, on peut imaginer une fonction dans la classe simulation là, qui s'appellerait updateParticule, qui serait appelée à chaque boucle de la simulation, et qui va parcourir toutes les particules dans le vecteur de particules, donc c'est le for qui est en haut ici, qui va regarder si la masse de la particule est positive, strictement positive. Si la masse de la particule est nulle, évidemment, les équations du mouvement nous disent que cette particule-là ne peut pas bouger, puisque le F égale ma, si le m vaut 0, forcément le m fois a vaut 0, donc ça veut dire que la particule ne peut pas accélérer. Donc, si on lui donne effectivement, par exemple, un état initial où il y a une position et une vitesse, ok, bah, du coup il va maintenir cette position, enfin cette vitesse en permanence, et donc ça ne changera jamais de vitesse, mais ça pourra bouger. Donc du coup ça ne servira pas à grand chose de faire le schéma d'intégration. Donc ici, si la masse est strictement positive, on peut décider d'utiliser l'intégration numérique en suivant le schéma Euler explicite, donc, où les formules sont rappelées ici, donc ça a été vu au cours précédent. Donc ça veut dire que, comment est-ce qu'on implémente ça avec du code? Et bien on va dire que dans notre vecteur notre tableau de particules, là, pour chaque particule i, et ben la position va être mise à jour avec l'ancienne position de la particule, plus le déplacement qui a été fait dans le temps delta t, qui nous est donné par la mutation de ce delta t, donc dans la variable, la donnée dt, et puis de ce qu'il y a dans le vecteur 3D qui est dans la donnée v de notre particule. Donc ça, c'est l'implémentation de cette équation ici. Et puis une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut faire aussi la vitesse, d'accord, où on va dire que la nouvelle vitesse, c'est l'ancienne vitesse plus le changement de vitesse qui a été effectué, c'est-à-dire la force divisée par la masse, donc l'accélération, force divisée par la masse multipliée par le dt. Donc ça, c'est l'implémentation de la deuxième formule du schéma explicite. Et puis on peut imaginer, donc du coup ça fait intervenir des forces F qui ont été mises à jour quelque part ailleurs dans le code, typiquement juste avant qu'on appelle update particule. Et puis on peut imaginer, alors dépendamment de comment c'est fait à l'extérieur de update particule, on peut imaginer que cette remise à zéro soit faite ailleurs, mais on peut imaginer ici du coup faire cette mise à zéro des forces appliquées, des forces nettes, de faire la remise à zéro ici, et que du coup ce ne soit pas la peine de le faire ailleurs. Donc ça, c'est le code qu'on va écrire pour suivre le schéma d'intégration Euler explicite. Et si on veut utiliser le schéma semi-implicite qu'on a vu en toute fin de CM dernier, qui a des meilleures propriétés de stabilité numérique, et donc où les équations sont rappelées ici, où la différence, c'est que le v de t plus t, ça se calcule de la même manière, mais pour pouvoir mettre à jour la position, on va utiliser la nouvelle vitesse, donc la vitesse à t plus delta t, et non pas la vitesse à t. Et bien en fait, pour faire ça, il suffit d'écrire exactement les mêmes deux instructions que précédemment, mais juste échanger leur ordre. Oui, en effet, si on fait d'abord le calcul, la mise à jour de la vitesse, alors dans ce vecteur-là ici, on aura la vitesse à t plus delta t, et donc quand on va l'utiliser ici, on va bien utiliser la nouvelle, donc celle à t plus delta t, et non pas à t. Alors que si on le fait dans l'autre sens, d'accord, et du coup, on aura d'abord fait la position, la vitesse n'aura pas été changée, et c'est uniquement après qu'on change la vitesse. Donc ici, ce vitesse-là, ici, c'est bien toujours aussi bien l'ancien et pas le nouveau. D'accord. Et puis pour la position ici, pareil, ça, le V qui est ici, c'est bien l'ancienne vitesse et pas encore celle mise à jour qui est faite à l'instruction suivante. Donc en fait, finalement, pour passer du schéma Euler explicite au semi-implicite, il suffit juste d'échanger deux instructions. Voilà, donc petite aparté sur les corps rigides, assez courte, parce que vous verrez plus sur les corps rigides dans l'UE du M2 qui correspond à la suite de celle-là. Mais juste pour faire remarquer quelques petites différences par rapport au système à particules. Dans des corps rigides, la masse n'est pas ponctuelle, du coup.
la masse va être décrite en fonction du volume et de la distribution de la masse dans le volume de l'objet. Donc la masse d'un objet rigide, lorsqu'il n'est pas ponctuel, c'est la mesure de la quantité de matière qui est contenue dans le volume de l'objet. C'est-à-dire que la masse m, c'est l'intégrale sur tout le volume de la densité de chacun des éléments du volume sur l'entièreté du volume. Donc ici, ρ, c'est la densité à chaque position dans le volume grand V de l'objet. Donc on peut dire que la masse, c'est du coup la mesure de la résistance de l'objet à se mettre en mouvement. Ça, c'est de par la deuxième équation, deuxième loi du mouvement de Newton, hein, où le F égale ma. Plus la masse de l'objet est grande, et plus il sera difficile de le mettre en mouvement. C'est-à-dire qu'il faudra plus de force pour pouvoir obtenir la même accélération. Donc ici, cette répartition de la densité va donc du coup avoir une importance sur la facilité de mettre l'objet en mouvement. Pour un objet en 3D, la masse va donc être une intégrale, s'il faut parcourir tout le volume, sur les 3 dimensions. Donc du coup, c'est une triple intégrale qu'il faut calculer. Donc c'est pour chaque élément des 3 dimensions, on appelle ici x, y et z, hein, la densité à la coordonnée x, y, z dans le volume doit être intégrée 3 fois, une fois sur x, une fois sur y, une fois sur z, pour obtenir la masse totale. Pour les objets qui ont une masse qui est uniformément répartie dans l'objet, eh ben c'est du coup beaucoup plus simple, puisque la contribution de chacun des éléments est identique. Et donc du coup, il suffit simplement de multiplier la densité de l'objet avec le volume de l'objet, et ça nous donne la masse totale de l'objet. C'est dans la plupart des cas ce qui est fait. Il est assez peu souvent utilisé d'avoir une masse qui n'est pas uniformément répartie dans un volume une fois simulé. Mais encore une fois, il peut y avoir des cadres applicatifs où on ne souhaite pas avoir une densité homogène, et donc du coup, on ne peut pas utiliser cette simple équation-là. Et si on veut avoir la masse totale, il faut faire une triple intégrale, ou au moins la discrétiser avec un certain échantillonnage pour avoir une approximation de la masse totale et de sa répartition. Alors du coup, comme maintenant on a une masse qui est une triple intégrale sur un volume, du coup le centre de masse est une nouvelle entité par rapport à la particule point, où forcément le centre de masse c'est la même position que la particule. Ici, le centre de masse va être le point où toute la masse peut être considérée comme étant concentrée. Alors c'est pas très formel comme définition ici, mais c'est en fait obtenu à partir du moment premier, c'est-à-dire la masse fois la distance de chacune des particules. Et c'est en gros défini comme étant le point d'équilibre de l'objet. Donc si la densité est uniforme, et bien ce centre de masse, c'est aussi le centroïde de l'objet, donc le centroïde géométrique de l'objet. C'est-à-dire que, encore une fois, la contribution de chaque élément du volume est identique, et donc du coup le centre de l'objet devient le centre de masse. Donc ici, si on imagine un objet de forme assez complexe, avec une répartition de la masse qui n'est pas homogène, donc là on imagine le code couleur où plus la couleur est bleutée et foncée, plus la masse est grande, et plus elle est blanche, moins elle l'est. Bah, du coup, le centre de masse ne sera pas le centroïde de l'objet qui pourrait être à peu près ici, mais elle sera évidemment un peu plus en haut à gauche, puisqu'il y a un peu plus de masse dans cette direction-là. La position du manche de masse, de manière un peu plus formelle, peut être calculée comme étant la moyenne, donc le 1 sur m, la moyenne par rapport à la masse totale, de la contribution de chacun des éléments avec sa densité correspondante. Donc du coup, il suffit de multiplier la position de chacun des éléments avec la densité à cette position-là, de le faire sur l'entièreté du volume, et de diviser tout ça par m, et puis on a du coup la position du centre de masse. Si on essaie de discrétiser ça, donc si on a un corps qui est fait d'un ensemble de particules, donc avec des positions et des masses, alors à ce moment-là, on peut évidemment du coup transformer cette intégrale juste en une somme toute simple qui va parcourir toutes les particules de l'ensemble des particules. Et donc pour toutes ces particules, ici de 1 à n, on imagine qu'on a n particules, on va multiplier la position de cette particule avec sa masse. Évidemment, on va moyenner tout ça sur la masse totale de l'objet, et ça nous donnera la position du centre de masse total. Donc, par exemple ici, si on imagine un corps qui est fait de 2 particules, juste en 1D, donc juste sur la ligne X ici, pour simplifier un petit peu les explications, on a
une particule ici à une certaine position x1 et une certaine masse m1, une deuxième particule en position x2 et avec le 0 qui est ici, on imagine, et une masse m2, on veut calculer le centre de masse de l'objet qui est l'ensemble de ces deux particules. Du coup, la position du centre de masse, qui est que en x ici parce que c'est du 1D, serait juste donc la somme pondérée par les masses des positions. Donc c'est la position x1 multipliée par la masse m1, la position x2 multipliée par la masse m2. On fait la somme de tout ça et on divise par la somme des deux masses. Et on a du coup la position du centre de masse qui sera évidemment ici un petit peu plus proche de M2 parce qu'on imagine que la taille des particules ici reflète la masse. Donc on imagine que la particule P2 ici est beaucoup plus massive que la particule P1. C'est pour ça que le centre de masse n'est pas centré, il est un petit peu vers P2. Et évidemment, quand il n'y a que deux particules, c'est évidemment une interpolation linéaire qui est faite. Donc le centre de masse est évidemment placé exactement par rapport au poids. Donc ce centre de masse, il est assez facile à déterminer pour une forme qui est simple à décrire, en particulier pour les formes géométriques primitives, genre les sphères, les cubes, les carrés, les cylindres, même les pyramides. Et évidemment, surtout si la densité est homogène. Donc si la densité est homogène dedans, donc le centre de masse pourra être calculé de manière très facile, et d'ailleurs l'inertie aussi. Par contre, pour un objet qui est beaucoup plus complexe en termes de description de géométrie, donc imaginons ici un personnage en 3D qu'on veut animer dans un jeu, dont on veut connaître le centre de masse, parce que par exemple on veut appliquer la force de gravité. Donc ça c'est la surface externe, le mesh qui correspond. Et ben une solution moins mauvaise, qui est une approximation, parce que c'est très difficile de trouver le vrai centre de masse de cet objet-là, surtout si la densité n'est pas homogène, et consiste à découper l'objet, le volume complexe, en des sous-volumes plus petits et moins complexes, et donc idéalement encore une fois des formes primitives, et de juste dire que le corps rigide total sera l'ensemble de tous ces corps rigides pris séparément, donc tous ces éléments pris séparément. Donc ici, par exemple, on va représenter la tête par ou bien une sphère ou bien une capsule, la même chose pour le haut du corps, etc. etc. Ça pourrait être des boîtes, ça peut être des capsules, ça peut être des sphères, des choses comme ça. Donc typiquement, pour un corps humain, c'est ce qu'on fait. Et puis on va calculer le centre de masse de chacune de ces petites primitives qui composent le volume global. D'accord? Donc ce sont les points verts que vous voyez ici. Donc ça, on le fait assez facilement, surtout si la densité est homogène. Et puis ensuite, le centre de masse global sera la moyenne pondérée, comme on l'a vu dans l'équation qui précède, sera la moyenne pondérée de toutes les positions jaunes pondérées par la masse de l'objet noir qui correspond. Et on aura cette position rouge ici qui sera le centre de masse global de notre objet 3D. Donc c'est comme ça qu'on fait en général lorsqu'on a du coup un volume complexe dont on veut calculer le centre de masse pour être capable de faire des choses avec après. Ok, c'était la fin de la petite parenthèse sur les corps rigides parce que ça va nous être utile plus tard dans l'UE. Et je reviens sur le système à particules. On avait considéré pour l'instant que la particule était une position avec juste une masse, sans géométrie. On va encore le considérer pour un tout petit peu de temps, mais pas longtemps. Lorsqu'on va, par exemple, vouloir interagir avec notre particule et la faire se déplacer, typiquement, on va avoir dans notre environnement des choses avec lesquelles la particule va pouvoir rentrer en collision. L'une de ces choses-là, ça peut être typiquement un objet plan, donc le sol ou des murs ou des choses comme ça, donc très, très basique. Des raquettes, si vous voulez faire un jeu avec une balle et des raquettes. Et donc du coup, il va falloir calculer les forces de collision, enfin on va détecter les collisions et calculer le mouvement qui doit résulter de la collision de cette particule avec ce plan. De manière assez simple, ce qu'on fait, c'est que on fait rebondir la particule sur le plan. Donc ici, on imagine le cas de figure où on a notre plan dont on connaît qu'il a une altitude y en 0 et qu'il est plat dans cette direction-là. Et on a notre particule à un instant t qui est ici et qui se déplace, donc la flèche noire c'est la vitesse, donc qui est en train de se déplacer en bas à droite, donc qui se rapproche du plan. Et on va regarder, donc si la position de la particule en Y est négative, ça voudra dire que
la particule qui est ici, hein, qui est juste le point là, hein, que la particule qui est ici est rentrée en contact et est passée à travers, si on veut, le plan, d'accord? Alors il faut la faire rebondir. Et tant que la position ne l'est pas, tant qu'elle est au-dessus, eh ben, il n'y a pas de collision et on n'a rien à faire. Et on continue, la particule continue dans la direction où elle est, etc., etc. Donc ici, ce qu'on veut faire, c'est qu'on a envie que la particule rebondisse. Donc elle voudrait aller par là, on détecte qu'elle est passée de l'autre côté, donc on imagine genre ici, AT plus delta T, là où on est. Et puis, évidemment, cette position-là, elle est pas correcte. D'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est faire rebondir la balle. Donc évidemment, cette position-là, elle n'est pas correcte, donc on va vouloir la modifier. Et ben, la chose la plus réaliste pour la modifier, c'est de en fait, prendre son symétrique par rapport au plan, pour bien montrer que ça rebondit dessus. Et donc du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est que la position de la particule va être symétrisée par rapport à ce plan y égale 0. Et donc ça consiste juste à finalement prendre l'opposé de la position en y. Okay, donc ici, c'était une certaine position négative, et hop, on le passe en positif. D'accord? Avec la même, c'est pour ça qu'ici, la distance, là, cette distance-là et cette distance-là, c'est la même. C'est vraiment le symétrique par rapport à l'axe. Donc ça va bien modifier la position qui sera au bon endroit. On ne change pas sa position en x, hein, si on imagine que x c'est par là et y c'est par là. La position à x, la particule continue à avancer vers la droite. D'accord? Elle rebondit, mais elle continue à rebondir et à avancer ici vers la droite. D'accord? Donc on ne change à rien dans la position en x de la particule. Par contre, on prend le symétrique en y pour bien que ça rebondisse. Et puis, c'est pas la seule chose qu'on fait, parce que si on fait que ça, du coup, la vitesse de la particule, si on ne la change pas, et ben, elle va revenir ici vers le bas, et donc on aurait un effet où finalement, après avoir rebondi, la particule, tout de suite, réessaye de revenir vers le bas. C'est pas comme ça que ça marche. Évidemment, lorsque la particule rebondit, et ben, la particule doit partir dans la direction perpendiculaire. D'accord? Bah, du coup, ici, faire la perpendicularität de la vitesse v ici, c'est de prendre l'opposé encore une fois en y. C'est-à-dire que la vitesse de la particule va encore avoir la même vitesse en x, par contre en y, au lieu d'aller vers le bas, ça va maintenant aller vers le haut. C'est pour pouvoir la faire rebondir. D'accord? Donc tout simplement ici, pour pouvoir faire le rebondissement d'une particule sur un plan, on va juste, alors un plan avec le y égale 0, hein, sinon c'est un peu plus, si c'est un plan quelconque, c'est pas aussi simple que ça, c'est presque simple que ça, il suffit juste de faire la symétrie par rapport au plan, et puis prendre la vitesse orthogonale au plan comme ça, donc ça c'est pas très compliqué. Mais du coup ici, c'est juste de faire le changement de ces deux signes. Ça c'est la collision avec un plan, et donc on a notre particule à la position t plus delta t qui devient ça. Autre chose qui peut arriver avec une particule dans ce genre d'environnement, c'est qu'on veuille qu'une particule soit posée au sol avec uniquement la gravité appliquée dessus. Et c'est tout. La particule, du coup, si elle n'est pas encore en contact avec ce sol-là, elle va tomber. À un moment donné, elle va rentrer en contact avec le sol. Et ça va reproduire un rebond, comme on vient de le voir. Sauf que, évidemment, du coup, s'il n'y a que ça comme vitesse, ça va tout droit vers le bas et ça remonte tout droit vers le haut. Donc la particule va remonter, et puis avec la gravité, au bout d'un certain temps, ça va retomber. Et ça va provoquer une nouvelle collision avec le sol, etc. etc. Même lorsque les vitesses seront assez faibles, du coup la particule va mettre un certain temps à se reposer, et finalement on va avoir un effet visuel qui sera que la particule va osciller pendant très longtemps à la surface du sol. Ça ne correspond pas à la réalité parce qu'il manque des lois de la physique qui sont implémentées pour que ça ressemble à quelque chose de la vraie vie. Donc, qui est évidemment la friction qui va avoir, et donc la perte d'énergie lorsqu'il y a ce contact. Et évidemment, si on le fait simplement en changeant les directions des positions et des vitesses, bah, on n'a pas cette perte d'énergie. Une solution pratique va donc consister à soit appliquer un coefficient de réduction du rebond. Donc en gros, sur la vitesse de la particule, on a vu tout à l'heure, on a fait juste le moins. On peut faire un moins, mais aussi multiplié par 0, enfin un chiffre entre 0 et 1, je sais pas, 0,5, qui va nous dire que la particule va perdre la moitié de sa vitesse à chaque rebond. Et ben ça, du coup, ça va assez rapidement nous faire une particule qui va arrêter d'osciller assez rapidement. On peut aussi imaginer rendre le rebond complètement nul,
complètement, d'accord? Donc vraiment en annulant la vitesse en y, par exemple, des choses comme ça. Donc du coup, là, ça ira encore beaucoup plus vite pour se stabiliser sur le sol. Ou à partir d'un certain moment donné, typiquement à partir de vitesse seuil de la particule, on peut carrément désactiver la particule dans le sens où on ne va plus traiter de collision pour cette particule tant que sa vitesse n'est pas repassée au-dessus d'un certain seuil, à travers une autre force qui serait appliquée par autre chose. D'accord? Et donc du coup, ce qui va se passer, donc là on a notre particule au début qui va tomber à cause de la gravité, elle va rebondir, et puis voilà. Et puis si on ne la neutralise pas, elle va continuer à osciller pendant très longtemps. Donc maintenant, on va passer à un autre type de collision qui va nous demander autre chose en plus pour notre particule, c'est d'avoir une vraie géométrie. Alors ici, on va faire très simple, on va prendre des sphères, ou des cercles en 2D, et on va être capable du coup maintenant de tester des collisions entre plusieurs particules. La direction dans laquelle deux particules qui sont des sphères doivent se repousser, c'est tout simplement la ligne droite qui connecte les deux centres des deux particules. Donc la force de répulsion va être ajoutée à la force nette F qui est appliquée aux particules, et c'est du coup à la prochaine intégration numérique que le fait d'avoir appliqué la force va nous produire une accélération qui va nous les éloigner, une vitesse qui va les éloigner, et donc du coup les positions qui va montrer que les positions ensuite s'éloignent. D'accord? Donc ce qui se passe, c'est qu'on a la particule bleue et la particule rouge ici. AT, celle-là est ici, celle-là elle peut être aussi au même endroit, c'est pas important, mais en tout cas AT plus ZAT, les deux rentrent en collision. On le détecte, c'est très facile à détecter qu'elles sont en collision, il suffit juste de regarder la distance entre les deux centres des deux particules. Si elles sont à moins de la somme des deux rayons des particules, c'est qu'elles sont en collision. Si elles sont plus loin que la somme des deux rayons, alors elles sont pas en collision. Donc, très facile à détecter. Et puis si on détecte effectivement qu'elles le sont, eh ben, on sait aussi qu'elles doivent se répulser dans la direction qui connecte ces deux centres-là. Donc la rouge vers en bas à gauche et la bleue vers en haut à droite. Donc encore une fois, des forces répulsives ici, donc action-réaction. C'est qu'on a la même force appliquée sur la bleue et la rouge de la même magnitude, mais dans des directions opposées. Et donc c'est l'intégration numérique qui va faire qu'elles vont se répulser après la prochaine intégration numérique. Alors un effet du coup un petit peu pervers de ce genre de choses-là, et de la collision de manière générale, mais qui s'observe bien avec les systèmes à particules, c'est le problème qu'on appelle de tunneling en anglais. Alors, je ne sais plus comment ça se dit en français, mais c'est peut-être du traversement, des choses comme ça. En gros, ce sont des collisions qui devraient être détectées, mais qui ne le sont pas. À cause du fait qu'on fait des itérations avec un certain dt, et qu'il peut se passer des choses entre les dt qu'on ne peut pas détecter. Donc imaginons ici la balle, enfin la particule rouge qui va vers la droite et qui doit rentrer en contact avec le plan ici, donc il doit rebondir de cette manière-là par exemple. Et de la même manière ici le cube rouge qui doit monter vers le coin là en haut à droite, et qui devrait rebondir sur l'un ou l'autre ou les deux plans là. Ce qui peut se passer, c'est que après un certain dt, du coup, la particule ou l'objet s'est déplacé, et ce qui peut se passer, ce sont des choses comme ça. C'est-à-dire que ici, la particule à cet instant-là, elle est ici, elle n'est pas rentrée en collision encore avec cet objet-là, et de la même manière ici, la position de la particule ici n'est pas rentrée en collision avec cet objet-là, donc on a raté le moment où il rentrait en collision, et c'est trop tard, et on n'a pas l'information du fait qu'il y a eu collision ou il y a collision entre ces deux objets-là, et donc l'objet va juste passer à travers. De la même manière ici, même si on a l'impression que c'était super contraint, donc ça va être assez facile, bah, il se peut que AT ce soit ça, et AT plus ZAT ce soit ça, et puis on n'a pas du tout réussi à détecter le contact. Donc ça c'est le problème de tunneling. Le problème du tunneling va du coup arriver avec les petits objets qui auront plus de chances de produire cet effet-là, parce que comme ils sont petits, bah, du coup ils ont moins de chances d'être en collision, d'être en contact avec d'autres objets. Les gros objets, il y a des chances qu'ils arrivent, qu'à un moment donné, même avec une vitesse assez importante, qu'on détecte le moment où ils rentrent en collision, parce qu'ils sont gros, donc il y a assez de chances que ça arrive. Et de la même manière, les objets qui sont rapides, on va avoir moins de chances à réussir à les détecter. Donc du coup, les petits objets rapides vont être un problème ici dans ce genre de système. Donc les collisions entre les pas de temps peuvent entraîner cet effet de tunneling. Les objets se passent à travers parce qu'ils sont ni en collision au pas de temps t, ni en t plus zeta t.
mais ils auraient dû rentrer en collision entre les deux, et on ne l'a pas détecté. Donc ça entraîne des faux négatifs, c'est-à-dire des collisions qui auraient dû arriver, mais qu'on n'a pas réussi à détecter. Ça peut être un vrai problème sérieux pour la simulation, hein, le fait de voir des objets se passer entre eux. Je pense que vous en avez déjà vu dans certains jeux. C'est pas déjà pour des jeux c'est pas terrible, mais alors pour des simulations numériques, médicales ou autre chose, c'est interdit, d'accord? Il faut vraiment pas avoir ça. Donc quelles sont les solutions possibles à ce genre de problème-là? On peut interdire d'avoir des objets trop petits, relativement aux autres, hein, c'est des tailles relatives par rapport à d'autres objets. D'accord, pourquoi pas, c'est super limitant quand même, et puis ça règle pas le problème de la vitesse. On peut aussi en plus interdire les objets qui sont trop rapides, donc c'est-à-dire qu'on interdit les petits objets et les objets trop rapides, donc il y a peut-être certains objets dans certaines situations qui seront juste pas du tout simulables. Si vous avez un jeu de shoot et que vous avez des vraies balles qui sont typiquement des petits objets à grande vitesse, le but même que la balle puisse rentrer en collision et toucher quelque chose, vous ne pourrez pas le faire, c'est vraiment dommage, parce que c'est un peu le but d'une balle. On peut utiliser un pas de temps plus petit, donc un DT plus petit, pour se dire bah, si je l'ai raté, je vais juste en faire plus, comme ça je ne vais pas le rater. Oui, ok, ça marche. Le problème évidemment, c'est qu'il faut avoir le temps de calcul pour pouvoir faire ces tout petits DT. Et que si on veut un système par exemple temps réel, eh ben, on n'a pas forcément le luxe de pouvoir avoir des DT trop petits. Une autre solution, qui est du coup plutôt celle envisagée si on ne veut pas se limiter aux trois choses précédentes, donc si on veut avoir des petits objets, si on veut avoir des objets rapides, et si on veut avoir des DT qui sont pas trop petits, à ce moment-là, on peut avoir d'autres solutions qui, par exemple, consistent, parmi d'autres, à estimer le volume qui a été occupé pendant le déplacement entre T et D et tête à T. Donc en anglais, ça s'appelle les sweat bands. C'est-à-dire qu'on va prendre l'objet à l'instant T, la tête, la forme de l'objet à l'instant T, la forme de l'objet à l'instant T plus tête à T, et on va faire en sorte, donc on va juste faire une extrusion, si vous voulez, de l'objet en temps T jusqu'à l'objet en temps T plus T, et on va faire une union de tous ces volumes là qui ont été, de tout ce volume qui a été occupé, potentiellement occupé par l'objet pendant cette durée de temps delta t. Et puis c'est la collision entre cet objet extrudé et les autres objets de l'environnement, aussi extrudés s'ils bougent, sinon pas extrudés, qui va nous permettre de détecter s'il y a eu collision ou pas. C'est bien, ça marche bien, mais du coup ça nous demande en soi un petit temps quand même d'exécution pour être capable de calculer ce volume qui a été occupé pendant tout ce delta t de temps. Donc pour les objets de forme très simple, genre les sphères, c'est très facile, parce qu'une sphère extrudée, ça nous donne juste une capsule, c'est très facile à calculer. Les autres types primitifs, ça va encore. Évidemment, les objets de forme très complexe, ça va prendre beaucoup de temps pour calculer le volume qui a été occupé par cet objet pendant toute la trajectoire d'été. Donc oui, ça marche bien, mais c'est forcément à un coût, et ici un petit coût de calcul. Ok, donc ça c'est la base finalement des systèmes à particules. Donc c'est un système à particules, donc juste avec masse point. Donc on est capable déjà de faire pas mal de choses avec ça. Mais on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin en regardant un système un petit peu plus complexe qui s'appuie sur le principe du système à particules, mais qui rajoute quelques petites choses. C'est le système masse-ressort. Donc les systèmes masse-ressort, on en trouve beaucoup dans les simulations, les basées physiques, en particulier les simulations des cheveux, où on va dire qu'un brin de cheveux va être une succession de masse-ressort, du textile, donc la déformation des textiles et la collision des textiles avec les autres objets, donc la modélisation du textile est souvent faite avec des masse-ressorts, ou des tissus mous, donc des tissus déformables, qu'on peut également représenter avec des masse-ressorts, qui peuvent ici aussi se faire couper, donc changer de topologie, etc. etc. C'est beaucoup utilisé, ces systèmes-là sont beaucoup utilisés pour ce genre d'application-là. Parce que ça marche, ça représente pas trop mal la vraie mécanique de la réalité. C'est assez facile, on va le voir, à modéliser et à calculer les forces qui sont en jeu. Et c'est assez rapide à exécuter quand même. Le principe de base, c'est que l'objet qu'on veut vouloir représenter avec ce système-là va être discrétisé en un ensemble de particules. Voilà, ça reste un système à particules. Qui seront connectées entre elles. Donc elles sont toutes connectées entre elles. Enfin, pour un objet donné, elles sont toutes connectées entre elles. Et elles sont connectées par des contraintes de ressorts et ou ressorts amortisseurs. En général c'est les deux. C'est pas uniquement ressorts, c'est très rarement que des amortisseurs, et c'est très souvent des ressorts et amortisseurs.
Alors, du coup, petit rappel, même si on a vu ça au CM précédent sur les ressorts à amortisseurs. Donc, un ressort va être caractérisé par sa longueur au repos, donc L0, et son coefficient de raideur, K. La force d'un ressort, ici Fs, ce sera tout simplement la raideur multipliée par l'erreur, la distance qu'il y a entre la longueur actuelle du ressort et la longueur au repos, celle qu'on veut atteindre. Donc du coup, si les deux bouts du ressort sont trop proches, on va les éloigner. S'ils sont trop éloignés, on va les rapprocher. Et on les rapproche de manière linéaire en fonction de cette valeur K et de la distance, enfin de l'erreur de distance entre les deux points. Si la valeur de K, donc le coefficient de raideur, est petit, ça veut dire que l'objet sera plutôt mou, dans le sens où on va très peu corriger l'erreur de distance. D'accord ? Si le K est très élevé, on va rendre l'objet beaucoup plus rigide, c'est-à-dire que dès qu'il y a une petite erreur dans la longueur constatée par rapport à la longueur de repos, on va tout de suite la corriger de manière très forte. Donc c'est comme ça qu'on veut voir un ressort, qui est bien comme ça que marche un ressort dans la vraie vie, un vrai ressort. Et puis l'amortisseur, donc souvent le ressort est couplé avec un amortisseur. Il est lui caractérisé par son coefficient d'amortissement, c'est le même principe. Et lui, le but, c'est de ralentir le mouvement dans la direction du ressort. Donc on le met dans la même direction que le ressort, et donc on va cumuler les forces, on va voir qu'on va les sommer, les forces, du coup, pour le système global. Et donc la force que l'on va produire, elle est, elle, dépendante de la vitesse relative entre les deux points qui sont connectés par l'amortisseur. Si le coefficient d'amortissement est assez petit, ça veut dire qu'on va laisser l'objet de manière fluide, c'est-à-dire que les deux bouts de cette chose-là, les deux particules qui sont de chaque côté, on va les autoriser à avoir des vitesses différentes. Donc ils vont pouvoir se déplacer facilement dans des directions différentes. C'est par ça qu'on appelle fluide. Lorsque le coefficient d'amortissement va être assez élevé, l'objet va devenir ce qu'on appelle visqueux, c'est-à-dire un peu plus résistant et un peu plus homogène dans la manière dont l'intérieur se déplace relativement entre eux. Et donc du coup, on va forcer de plus en plus à avoir des vitesses identiques pour les particules aux deux bouts de ce système-là. Et donc souvent, on couple les deux pour avoir un ressort amortisseur. La manière dont on l'utilise, alors là, typiquement par exemple pour un textile, mais ça marche pour évidemment n'importe quel volume ou n'importe quelle surface d'objet, ça dépend si on est en 2D ou en 3D. Donc la surface ou le volume de l'objet va être représenté par un maillage, d'accord, de ressorts et d'amortisseurs qui vont connecter les particules. Donc aussi on imagine qu'on a n particules dans notre système. Les sommets de ce maillage sont les particules, et les arêtes de ce maillage-là vont être les ressorts amortisseurs qui connectent les particules. Donc on le voit bien de la représentation que vous avez là, donc les points rouges, ce sont les particules, et puis les traits blancs, ce sont les ressorts ou amortisseurs, et puis les petits triangles qui sont formés, donc sont formés par par la combinaison, enfin en suivant les arêtes et les particules pour les connecter, pour faire un rendu visuel. D'accord ? Mais mécaniquement, il n'y a que les points et les traits blancs, si vous voulez. La masse de l'objet, elle, va être en général répartie de manière uniforme sur les n particules. Donc du coup, ça veut dire que chaque particule aura une masse mi, toute identique, qui sera la masse globale de tout l'objet divisée par le nombre de particules qu'on veut. Et évidemment, inversement, la masse de l'objet va être juste la somme de toutes les masses individuelles de toutes les particules pour les n particules. D'accord ? On peut évidemment imaginer des systèmes où on n'a pas envie d'avoir une répartition identique de la masse de l'objet dans toutes les particules. Donc il suffit juste de calculer la contribution de chacune des particules de manière différente. Alors, donc ça nous dit un peu comment le maillage va être fait. Par contre, ça ne nous dit pas comment est-ce qu'il faut positionner ces ressorts entre quelles particules. Est-ce qu'il faut faire de tout à tout, de rien à rien, par ligne, par colonne, par quoi? Donc du coup, comment on positionne et quelles sont les particules qui doivent être connectées. Si on imagine ici des systèmes très très simples avec juste 3 particules avec deux liens, enfin deux masses ressorts, et ici 4 particules avec 4 ressorts amortisseurs, si on a des systèmes comme ça et qu'on y applique des forces, et voilà, enfin en gros SD formes, on peut très bien imaginer que tout en respectant les forces, les deux forces de ressort et d'amortissement, on va avoir des configurations géométriques où ça, ce sera possible.
Est-ce que ici, si on imagine que par exemple les vitesses sont toutes à zéro, le truc est statique, hein, donc du coup l'amortissement, il n'y a aucun problème. Et puis ici, la distance entre celle-là et celle-là et celle-là et celle-là sont les mêmes que, on va dire que ça c'est le repos, hein, on va dire que ça c'est le repos et ça c'est une fois déformé. La distance entre celle-là et celle-là et celle-là et celle-là sont les mêmes. Par contre, c'est très plié. Si l'idée c'était d'essayer de conserver à peu près cette tête-là, cette configuration-là, ces positions relatives de particules, et ben juste connecter les particules ici 2 à 2, ça va pas suffire parce qu'on va être capable d'écraser en fait cet objet-là. De la même manière ici, donc écraser, plier, tordre, on va être capable de le faire tout en respectant les contraintes de distance. Donc du coup, ça va pas suffire. Donc là, notre carré il est complètement écrasé, mais pourtant on autorise et on va produire aucune force pour corriger ça. Ça, ce sera une configuration autorisée. Donc si on ne veut pas, si on veut essayer de conserver une certaine rigidité dans nos objets, on va être obligé de rajouter un petit peu plus de ressorts amortisseurs. Donc là, par exemple, on peut rajouter un ressort amortisseur entre la première et la dernière particule, qui fait qu'on va aussi essayer de respecter la distance entre celles-là, et non plus seulement 2 à 2, celle-là, celle-là, et celle-là, celle-là. Et si on ajoute aussi, encore une fois, une liaison ici, alors du coup, là, on va avoir les trois qui vont essayer de rester à cette distance-là, et donc du coup, on va essayer de conserver cette configuration-là. Et de la même manière, avec un carré, là, si on écrit si on met des contraintes sur les diagonales, on pourrait en mettre que sur une diagonale, d'ailleurs, ça pourrait aussi marcher. On va évidemment être capable d'avoir beaucoup plus de rigidité dans nos éléments, puisque évidemment, on ne va pas être capable d'avoir ces choses-là, parce que là, les deux particules vont être très proches, et là, elles vont être très loin, ce qui évidemment ne correspond pas à la contrainte de ressort entre ces deux paires. Donc du coup, si on met une contrainte, ce sera respecté, et ça aura tendance à essayer de conserver cette forme-là. Donc du coup, la manière dont on connecte les particules vont avoir un effet sur typiquement la rigidité de notre objet. Les forces maintenant qui sont en jeu, quand on a à la fois ressort et amortisseur qui connectent chacune des particules telles qu'on l'a décrit. Donc la force qui va être exercée, alors par exemple de B sur A, mais évidemment la A sur B, on va voir, c'est très facile à calculer. Donc la force de B sur A, donc exercée sur une particule A par une autre particule B, qui est connectée par un ressort amortisseur évidemment, va être calculée de cette manière-là. Donc la force de B sur A, de la part du ressort amortisseur, ce sera la force due au ressort, qui est ici, plus la force qui est due à l'amortisseur. En gros, c'est ça, tout simplement. La force du ressort ici, ça va être la différence de position entre A et B. Donc c'est la position de A moins la position de B. On prend la distance de ça, on prend la norme de cette distance entre les deux positions. On la compare avec L0. D'accord? Et ça va donner une erreur par rapport à la distance au repos. Si c'est quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'il faut les rapprocher, etc., etc. Donc là, et le coefficient K qui va du coup indiquer l'effet, la réponse du ressort par rapport à cette distance, à cette erreur de la distance. Et puis on a la partie ici, qui est la partie amortisseur, où on va regarder la vitesse de la particule A et la vitesse de la particule B, on va faire la différence entre les deux, on va essayer de faire en sorte que en gros, c'est le plus petit possible pour qu'elles se suivent le mieux possible, et on va y appliquer le coefficient d'amortissement comme on l'a vu tout à l'heure. Cette chose-là, donc on le voit ici schématiquement, donc ça c'est les deux particules, donc on aura la force de la particule, alors c'est A ici et B ici, c'est pas écrit, hein, mais la force de la particule B qui sera appliquée sur la particule A. Ici la distance L0 qu'on veut avoir, c'est celle-là, d'accord, ok. Et donc du coup on s'aperçoit que A et B sont plus proches que le 0. Donc ici le PA moins PB a donné quelque chose qui était plus petit que le L0. Donc du coup, on va vouloir les repousser, les particules. Donc ici, la force de B sur A va faire en sorte que la particule A va aller vers la gauche. Et évidemment, la force de la particule A sur la particule B, qui est encore une fois avec la troisième loi de Newton, qui nous dit que c'est une force de même magnitude mais en direction opposée. Donc on aura la force de A sur B qui sera juste le moins de la force de B sur A. Ici, ce sera avec des flèches et des vecteurs, hein. Donc 2D, 3D ou même 1D. Ici, on est plutôt 1D d'ailleurs. Et donc, du coup, la particule B va, elle, avoir tendance, par contre, de se faire pousser vers la droite. D'accord? La direction où toutes ces choses-là sont, c'est évidemment le long de la ligne qui connecte la particule A à la particule B. Donc là, le NAB, c'est la direction, le vecteur unitaire ici, pour aller de A à B ou de B à A. D'accord?
Donc ici, le NAB, c'est le petit vecteur directeur ici. D'accord? Et donc, à la fois, la partie ressort et la partie amortisseur vont se faire le long de cette ligne-là. D'accord? Et puis inversement, si au final on s'aperçoit que l'APA et la particule A et la particule B sont plus éloignés que L0, alors la force ira dans l'autre sens. Voilà, de par les signes qui vont intervenir ici en particulier. Et donc du coup, on aura la force de B sur A qui là sera dirigée vers la droite et de A sur B vers la gauche pour que les deux particules aient tendance à se rapprocher et essayer de converger vers la L0. Donc voilà comment ça va fonctionner et voilà la formule qui sera utilisée pour calculer les forces et du coup les appliquer dans le système. Donc ces forces issues des ressorts amortisseurs sont aussi appelées des forces viscoélastiques, où en fait le terme élasticité va être donné pour la force qui sera issue des ressorts, et la viscosité est elle donnée par les amortisseurs. Donc voilà, ce sont les noms un peu officiels, mécaniques des choses. Afin d'obtenir la force viscoélastique finale, d'accord, donc pour une particule, on se rappelle qu'on est dans un réseau, dans un maillage, un réseau si vous voulez, de particules pour représenter notre objet. Donc du coup, typiquement, une particule a plusieurs particules voisines avec lesquelles elle est connectée. Donc pour obtenir la force viscoélastique finale de la contribution de tous les ressorts amortisseurs avec lesquels chaque particule est connectée à ses voisines, alors à ce moment-là, il faut sommer la contribution de tous ses voisins. Donc la force viscoélastique pour une particule donnée, particule ici qui s'appelle particule, on fait la somme de toutes les forces d'interaction, d'application de I vers cette particule-là, pour tous les voisins I de la particule. Et on fait ça pour toutes les particules de notre objet. En plus des forces viscoélastiques, évidemment, dans notre système, on peut avoir des forces gravitationnelles, donc ils vont évidemment s'ajouter à ces sommes-là pour pouvoir faire la force nette. Des forces d'interaction, on peut avoir des forces externes, genre du vent, des choses comme ça. L'utilisateur peut commander et appliquer manuellement des forces à certaines particules ou à toutes les particules. Voilà, on peut imaginer que le reste du système est aussi complexe que l'on veut. Mais dans tous les cas, il va falloir évaluer toutes ces forces pour chacune des particules. Il va falloir faire la somme de toutes ces forces pour obtenir la force nette de la particule, et il faut le faire pour toutes les particules. Donc du coup, en gros, la boucle de simulation qui va vous permettre de faire ce système à particules, avec des ressorts amortisseurs qui connectent des particules, c'est pour chaque pas de temps, donc chaque itération de la boucle de simulation, récupérer les commandes d'utilisateur et les transformer en forces d'interaction, si ce n'est pas directement des forces d'interaction qui sont données par l'utilisateur, récupérer toutes les forces externes au modèle, à l'objet en masse ressort, donc genre le vent ou la gravité. Et pour chacune des particules, donc on calcule et on récupère toutes ces forces appliquées sur la particule, donc les forces d'interaction, les forces externes, la gravité, donc le poids, et les forces viscoélastiques dues au masse ressort. On récupère tout ça, on fait la somme de tout ça, d'accord, ça nous donne la force nette. On va calculer ensuite l'accélération de chacune des particules à partir du principe fondamental de la mix, donc la seconde loi de Newton, qui nous dit que cette force nette, la somme des forces, est égale à la masse de la particule multipliée par son accélération. Nous, évidemment, on l'utilise dans l'ordre où on va calculer l'accélération à partir de la somme de toutes ces forces-là, divisé par la masse de particules, donc éventuellement de manière homogène dans l'objet, mais pas forcément. Et puis une fois qu'on a fait ça, on a l'accélération de chacune des particules, et donc du coup on fait l'intégration numérique pour pouvoir calculer les vitesses et les positions avec le schéma d'intégration numérique qu'on choisit, que ce soit du explicite, du implicite, du semi-implicite, etc. Et voilà, et donc voilà que vous avez toutes les informations nécessaires pour être capable du coup d'implémenter un système avec des particules, des masses ressorts, et d'être capable d'observer des objets genre textiles avec lesquels vous pouvez interagir, sur lesquels sont appliquées des gravités et sont connectés avec des masses ressorts. Voilà, c'est tout pour ce cours.